Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la poursuite des bombardements dans la bande de Gaza et la requête pour génocide contre Israël. L'Afrique du Sud saisit la Cour internationale de justice. Sa requête est soutenue par la Namibie. Le Burundi ferme sa frontière avec le Rwanda. Le président Evariste Ndayishimiye accuse le Rwanda de soutenir les rebelles, des accusations démenties par Kigali. Nous ferons le point dans ce journal. La Coupe d'Afrique des Nations de football, coup d'envoi ce samedi en Côte d'Ivoire. 24 sélections sont engagées dans la compétition. Parmi elles se trouve le Ghana en quête d'un 5e titre. Une partie de l'opposition comorienne appelle à boycotter l'élection présidentielle prévue ce dimanche 14 janvier. Un scrutin redouté par une partie de la société civile et par l'opposition qui dénonce une élection jouée d'avance en faveur du chef de l'État sortant, Azali Assoumani, candidat à un 4e mandat. L'opposition dénonce un climat délétère, marqué notamment par l'arrestation d'opposants, à l'instar du leader du mouvement Houri, Ahmed Saïd Mohamed, ancien candidat à la présidentielle en 2019, dont la candidature pour le scrutin du 14 janvier a été rejetée. Pour cette élection à laquelle 5 candidats se présentent face au président sortant. Les avocats de l'Afrique du Sud ont plaidé ce jeudi 11 janvier face au juge de la Cour internationale de justice à La Haye. L'Afrique du Sud accuse Israël de violer la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. L'Afrique du Sud estime qu'Israël est en train de commettre un génocide dans la bande de Gaza, bombardée par l'armée israélienne depuis le mois d'octobre. Le dernier bilan fait état de moins 23 000 morts. Pretoria est vent debout, notamment à travers sa requête soutenue par certains États, dont la Namibie. Philomène Tine. L'Afrique du Sud estime qu'Israël commet un génocide contre le peuple palestinien dans sa guerre contre Gaza, qui a coûté la vie à plus de 23 000 Palestiniens depuis octobre 2023. Ainsi, le pays africain a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de la justice de La Haye, CIJ, le 29 décembre 2023 en accusant Israël d'actes génocidaires comprenant le meurtre de Palestiniens, l'atteinte grave à l'intégrité physique et à la santé de la population, ainsi que l'utilisation d'armes à feu. Dans un geste diplomatique significatif, la Namibie a officiellement annoncé mercredi 11 janvier 2023 son soutien à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ. La punition collective des civils palestiniens par l'usage illégal de la force par Israël est un crime de guerre. Le refus délibéré de fournir des médicaments, du carburant, de la nourriture et de l'eau aux habitants de Gaza s'apparente à un génocide. 5 pays, l'Organisation de la coopération islamique, la Jordanie, la Turquie, la Malaisie et la Bolivie ont ouvertement exprimé leur soutien à la plainte sud-africaine, tandis qu'Israël et les États-Unis s'y sont opposés. Quant à la Namibie, elle dit soutenir tous les efforts internationaux visant à promouvoir la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien. No peace-loving human being can ignore. Aucun être humain épris de paix ne peut ignorer le carnage perpétré contre les Palestiniens à Gaza. La guerre à Gaza nous montre qu'il existe 2 types d'êtres humains, ceux qui peuvent être tués comme un chien et ceux qui sont sains. Those who can be killed like dogs and those who are holy. Une audience publique s'est tenue le 11 et 12 janvier 2024 à La Haye pour examiner les mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud. La plainte sud-africaine intervient dans un contexte de relations tendues avec Israël. Faut-il le rappeler? L'ambassadeur israélien à Pretoria a été rappelé le 20 novembre 2023 avant l'adoption par l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud d'une motion recommandant la fermeture de l'ambassade d'Israël jusqu'à l'avènement d'un cessez-le-feu. Le Burundi a annoncé la fermeture de sa frontière avec le Rwanda, accusé de soutenir des rebelles qui auraient mené une attaque fin décembre 2023, tuant 20 personnes. Des allégations démenties par le gouvernement rwandais qui, au sujet de la fermeture des frontières, dénonce une décision unilatérale. Nathalie Moore.
La fermeture unilatéralement décidée de la frontière commune par le Burundi est une mesure malheureuse, a réagi le gouvernement rwandais. Le 11 janvier 2024, le ministre burundais de l'Intérieur, Martin Ninteretse, a annoncé que le pays suspendait ses relations diplomatiques avec le Rwanda et a commencé à expulser les citoyens rwandais du territoire. Le Rwanda regrette l'impact de la fermeture de la frontière burundaise sur la circulation des personnes et des biens au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, tandis que le Burundi dénonce des pratiques rwandaises qui plombent les relations de bon voisinage. Nous avons fermé nos frontières. Quiconque essaye d'y rentrer ne passera pas. La décision a été prise après avoir constaté que nous avions un mauvais voisin, le président rwandais Paul Kagame. Nous avons arrêté toute relation avec lui jusqu'à ce qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Les liens entre le Burundi et le Rwanda se sont dégradés après l'attaque du groupe rebelle Résistance pour un état de droit au Burundi, le groupe Red Tabara, dans la localité burundaise de Gatumba, le 29 décembre 2023, qui a fait 20 victimes. Les autorités burundaises ont explicitement accusé le Rwanda de soutenir cette faction militaire dissidente. Des tensions diplomatiques ont été évoquées par le président Évariste Ndayishimiye lors de son discours du Nouvel An 2024. Tout le monde sait qu'en 2015, après avoir tenté un coup d'État, ces individus se sont réfugiés au Rwanda où ils ont reçu des formations au terrorisme. De notre côté, nous avons tout essayé pour essayer de normaliser les choses avec le Rwanda. La communauté internationale nous avait même félicité quand nous avons décidé de rouvrir nos frontières avec le Rwanda pour permettre à nos citoyens de circuler librement dans les deux pays. Nos voisins du Rwanda avaient apprécié retrouver le lac Tanganyika et les poissons du Burundi, mais là, les autorités rwandaises ont décidé de tout ruiner encore une fois. Les frontières entre le Burundi et le Rwanda ont été rouvertes en octobre 2022 après 7 ans de fermeture. En 2015, les relations diplomatiques avaient été rompues entre les deux pays à la suite des violences politiques au Burundi survenues lors de l'élection pour un second mandat du président d'alors, Pierre Nkurunziza. Par ailleurs, le Burundi reproche au Rwanda son manque de coopération et son refus d'extrader les personnes accusées d'être impliquées dans la tentative de coup d'État de mai 2015. L'indice des prix à la consommation au Rwanda en ville, il s'est établi à plus de 6% en décembre 2023, soit un recul de 2,5% par rapport au mois de novembre. La croissance, elle, de façon globale. Les autorités prévoient un ralentissement sur la base de la poursuite de l'assainissement budgétaire et du resserrement de la politique monétaire. Les précisions dans ce sujet d'Amenedji. Au Rwanda, le taux d'inflation annuel dans les milieux urbains a chuté pour le 3e mois consécutif pour atteindre son plus bas niveau depuis 2 ans de 6,4% en décembre 2023, soit une baisse de 2,5% contre 9,4% enregistrée en novembre 2023. L'information publiée par l'Institut national des statistiques du Rwanda dans son rapport décembre 2023 indique que les prix se sont modérés principalement pour l'alimentation et les boissons non alcoolisées, principalement en raison de ralentissement du secteur des légumes, 9,4% contre 20,7%, et du pain et des céréales, moins 3,4% contre moins 3,2%. Je pense que les raisons sont dues au contexte économique global. Malheureusement, avec la réduction notamment des produits, de la production de produits notamment comme le blé, on a quand même une crise qui se fait. Et on sait que les économistes disent que quand en général la demande est supérieure à l'offre, en général les prix ont tendance à augmenter. Donc d'une certaine manière, les offreurs sont en position de force et ce sont simplement ceux qui ont plus d'argent qui arrivent à acquérir les biens. En effet, les données publiées mercredi 10 janvier révèlent une augmentation annuelle de 6% des produits locaux avec une baisse mensuelle de 3%. Les prix des produits importés ont augmenté de 7,8% sur une base annuelle et diminué de 1% sur une base mensuelle. Par ailleurs, la dette publique rwandaise s'inscrit dans une trajectoire à la hausse depuis quelques années, augmentant de 49,8% du PIB en 2019 à 64,4% en 2022. Face à cette hausse des prix, on a deux possibilités. On peut jouer sur le taux directeur, c'est-à-dire augmenter le taux directeur pour limiter les emprunts, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une économie très peu formelle, donc d'une certaine manière, afin d'avoir une production locale importante. Une fois qu'on aura une production locale importante, et on dépendra moins des aléas extérieurs, on pourra maîtriser nos prix et l'inflation.
Notons que le Rwanda aspire à devenir une économie à revenu intermédiaire d'ici 2035 dans l'optique de rejoindre les pays à revenus élevés à l'horizon 2050. Le gouvernement entend ainsi concrétiser cette ambition à travers une suite de stratégies nationales pour la transformation d'une durée de 7 ans qui repose sur des plans sectoriels détaillés orientés vers la réalisation des objectifs de développement durable. Trouver un financement ou le parcours du combattant pour les petites et moyennes entreprises africaines. En effet, les investisseurs considèrent les PME comme étant trop risquées. La lutte pour l'accès au financement, la problématique est régulièrement soulevée sur le continent où la majorité des PME, notamment celles du domaine de l'agroalimentaire, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour demander la mise en place de mécanismes visant à soutenir ces entreprises. Cheikh Omar Kamara. Dans le but d'améliorer la production du secteur agroalimentaire en Afrique de l'Ouest, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, a récemment annoncé l'approbation d'une facilité de crédit de 70 millions de dollars. Cette initiative stratégique vise à catalyser l'expansion des petites et moyennes entreprises PME opérant dans ce secteur agroalimentaire de 5 pays membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Selon la BIDC, ce financement devrait engendrer une augmentation de la productivité agricole, améliorer la chaîne de valeur alimentaire et renforcer la sécurité alimentaire. Très bonne initiative parce que durant ce quinquennat, on a assisté à la fermeture en cascade de plusieurs PME et PMI, c'est-à-dire les plus fragiles face à 2 événements majeurs que sont la Covid et la guerre en Ukraine. Cette fragilité donc de cette tranche d'acteurs économiques devait être effectivement soutenue et même les États avaient mis en place des fonds d'encadrement et d'aide pour soutenir ces PME-là. En outre, l'injection financière vise à faciliter le commerce transfrontalier de produits agricoles et alimentaires et à promouvoir l'intégration économique régionale. Cette initiative de la BIDC vise à atteindre les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, notamment promouvoir une nutrition durable pour éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture. Donc, même si ce montant me semble quand même pas très élevé pour 5 pays, je crois que le renforcement de ces financements pour maintenir et contenir des PME extrêmement fragilisés par l'absence de matières premières, l'augmentation des coûts de l'énergie et quand même est à saluer. En plus des 5 pays bénéficiaires qui présentent des perspectives agricoles prometteuses, la BIDC a également approuvé un financement de 14,30 milliards de francs CFA pour la construction d'une usine de stockage, de transformation et de conditionnement au sein du pôle agro-industriel de Bélier en Côte d'Ivoire. Une initiative marquant le début d'une ère nouvelle pour l'agriculture ouest-africaine. Place à la Coupe d'Afrique des Nations de football du 13 janvier au 11 février 2024. Les plus grandes nations du football africain ont rendez-vous pour en découdre lors de cette CAN qui s'ouvre donc ce samedi en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de cette 34e édition, les favoris vont se livrer une bataille sans merci pour soulever le trophée tant convoité. Le Ghana, déjà sacré à 4 reprises, fait partie des sélections engagées. Deva Panzo. Logés dans le groupe B aux côtés des pharaons d'Égypte, du Cap-Vert et du Mozambique, les Black Stars du Ghana vont tenter de remporter leur 5e sacre au cours de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Black Stars pourront compter sur leur capitaine André Ayou avec ses 116 sélections, transférées récemment au Havre, et Iñaki Williams, l'attaquant de l'Athletic Bilbao, afin de livrer une remarquable participation. Le Ghana part d'un statut aussi des favoris, sachant déjà que le Ghana est 4 fois champion d'Afrique. Et donc, tenant compte de ce palmarès, je pense que le Ghana veut aussi jouer sa partition dans cette Coupe d'Afrique des Nations aux côtés du Cameroun, qui est aussi 5 fois champion de cette compétition. Donc, on comprend vite que derrière le Cameroun, derrière l'Égypte, derrière peut-être aussi le Maroc ou le Sénégal qui présentement sont en forme, le Ghana a sa place.
Basé à Abidjan, le Ghana débute la compétition le 14 janvier 2024 face au Cap-Vert. Il croisera ensuite le fer face au Pharaon d'Égypte le 18 janvier et terminera la phase de groupe par son match contre le Mozambique. En 2015, on se souvient, la Côte d'Ivoire avait battu le même Ghana, donc les frères Ayou. Et aujourd'hui, je pense que tout ira donc du côté de Ghana de faire de telle sorte que il faut tenter de prendre cette revanche et de prendre cette coupe sur la terre ivoirienne. Ça ferait du bien au public ghanéen. Aujourd'hui, il y a du sang neuf au niveau de cette sélection des Black Stars. Et donc, je pense que ces joueurs, ces jeunes qui sont tout autour des frères Ayou pourront apporter leur expertise, je peux dire comme ça. Les Black Stars du Ghana ont posé leurs valises à Koumassi où ils ont effectué leur préparation pendant une semaine avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire ce mercredi 10 janvier 2024. Notons que c'est le 1er janvier 2024 que le sélectionneur Chris Hutton a dévoilé la liste des 27 joueurs sélectionnés en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24.